Ah, je suis désolé, mais j'ai l'impression que ça ne marchera pas. Mais je continue, hein. Donc, j'en étais au fait que tout le monde dit que maigrir est d'une simplicité désarmante. Et moi, qui suis sur le terrain depuis 40 ans, je me rends compte que non, c'est pas si simple que ça. C'est même compliqué. Et pour maigrir, il faut connaître les raisons qui font que maigrir est difficile. Une fois qu'on a réussi à comprendre ça, on voit les choses très différemment. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous en parler. Alors, il y a aujourd'hui une personne sur deux en France qui est en surpoids. Il y a 7 millions d'obèses. C'est énorme. 7 millions d'obèses, c'est une catastrophe quand on sait que les obèses souffrent et mourront 10 ans avant les autres. Donc, si c'était si simple que ça, on n'en aurait pas autant. Et ça, on n'en aurait pas autant de manière aussi régulière. Alors, pourquoi? Alors, d'autre part, si il y a une personne sur deux en France qui prend du poids, ça veut dire qu'il y en a une autre qui ne prend pas de poids. Alors vous allez me dire, alors pourquoi certains ont tendance à grossir et pas d'autres? C'est une très bonne question et il faut que je réponde. Il y a deux réponses. La première réponse, c'est que les personnes qui grossissent facilement sont des personnes qui se sont spécialisées depuis l'enfance à devenir quasiment des artistes de la récompense alimentaire, de la récompense de bouche. Pour eux, c'est leur plaisir qui leur fait le plus de bien, et ceux qui savent le mieux fabriquer. Ce sont des artistes de la bouche. Pourquoi? Parce que dès l'enfance, ils ont eu besoin de chercher et de trouver du plaisir à un moment de l'existence où le seul plaisir possible est oral. Hein, ça, c'est une définition qui a été un cadre, une structure qui a été découverte par Freud. Lorsqu'un bébé vient au monde, il ne connaît qu'un seul plaisir, c'est celui qui entoure la bouche. Et c'est normal, parce que c'est celui où il a besoin de se nourrir, et il a besoin de se nourrir auprès de sa mère. Et lorsque la mère, dans la tradition primitive, lui donne le sein, elle lui donne en même temps du lait et de l'amour, et une certaine odeur, une certaine conception, une certaine douceur du nid que représente le corps de la maman. Alors, quand un bébé très jeune, un nouveau-né par exemple, ou les 6 premiers mois de la vie, voit sa mère aller dans la cuisine, ou sortir, ou faire du ménage, ou même aujourd'hui aller travailler, alors ce bébé devient anxieux. Anxieux normalement, hein, si vous voulez, l'anxiété n'est pas quelque chose de grave, mais il a une sorte de manque, il a une certaine... Il ne sait pas où sa mère va, il ne sait pas qu'elle va travailler, il ne sait même pas qu'elle est dans la cuisine. Dès l'instant où elle s'éloigne de son champ visuel ou auditif, elle n'est plus là. Et il y a une panique à se dire, est-ce que cette maman va va revenir? Il ne se dit pas ça, mais c'est physique. Je ne sais pas si vous avez des animaux, si vous avez des chats, des chiens, eh ben c'est un peu la même chose que ça. À cette époque-là de la vie, le bébé humain n'est rien d'autre qu'un petit animal. Hein, il n'a pas encore développé le langage, il n'a pas développé la conscience, etc. Donc, face à cette souffrance, face à ce manque, à ce petit déséquilibre, qui est un petit déséquilibre, il ne faut pas dramatiser, eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Il met son pouce dans la bouche. Et là, il a quelque chose il a un plaisir. Et cette règle quasiment neurologique, biologique, fait qu'un plaisir chasse le déplaisir. C'est comme l'algèbre, plus 1 moins 1 égale neutre. Et bien quand un bébé a moins 1, il met son pouce en bouche pour plus 1, et là, il est en neutralité, il ne souffre pas. Voilà. Et ce geste, ce réflexe, qui s'installe très tôt, au moment, si vous voulez, où le cerveau n'est pas encore fait, n'est pas encore terminé, c'est le soubassement, et c'est ça qui est le plus important, parce que ça donne des adultes qui vont devenir des artistes de la gastronomie. Hein.
Alors, et non seulement de la gastronomie, mais du sauvetage en mer d'un individu qui souffre, qui affronte la difficulté de la vie, le stress. La difficulté est omniprésente et peut-être plus, beaucoup plus, à mon sens, mais ça c'est mon avis, beaucoup plus aujourd'hui que jadis. Même si nous étions beaucoup plus pauvres, même si nous avions des difficultés à nous nourrir, même malgré tout ça, à mon sens, si vous voulez, l'homme était plus humain. Aujourd'hui, il se déshumanise et c'est cette sorte de déshumanisation qui fait que chaque individu essaye de trouver sa riposte et pour les gens qui aujourd'hui ont grossi, grossissent plus que les autres, et bien cette riposte est beaucoup plus forte dans le domaine de l'alimentaire. Alors la deuxième raison, en dehors du fait que voilà s'implante très jeune cette tendance à avoir besoin du plaisir de bouche pour se rééquilibrer, pour s'équilibrer tout bêtement, hein, parce que si vous penchez d'un côté, vous essayez de retourner dans l'autre, et là comme un équilibriste, et le plaisir de bouche vous aide à tenir debout, parce que sans plaisir, voilà. Alors la deuxième raison est la difficulté pour ces personnes qui grossissent à assurer la récolte suffisante de bonheur. Alors dans ma conception, si vous voulez, le bonheur, bon alors le bonheur, c'est pas un concept, c'est pas une idée, c'est pas un idéal, c'est une réalité, je dirais même que c'est une réalité biologique. Et c'est pour ça que cette histoire de bonheur, on cherche à le trouver, on cherche à l'exercer, mais à mon sens, si on ne le prend pas sur le plan biologique, on a du mal à le cerner. Donc, le bonheur pour moi, c'est l'envie de vivre, c'est l'ardeur à vivre, c'est se lever le matin bourré d'énergie pour croquer la vie, pour arracher du bonheur à la vie. Hein. C'est une énergie vitale. Voilà, c'est une énergie vitale qui dépend du biologique. Elle mobilise cette ardeur, elle vous mobilise pour trouver vos raisons de vivre. Mais quelles sont ces raisons de vivre, hein? Et voilà où nous en arrivons aujourd'hui. Ce besoin de récolter du bonheur, je l'ai traité dans une théorie que j'ai créée qui s'appelle les 10 piliers du bonheur. Alors, lorsque nous venons au monde, nous ne venons pas comme une cire vierge, c'est-à-dire sans programmation. Nous venons au monde humain. Nous sommes des humains, nous ne sommes pas des félins, nous ne sommes pas des canins, nous ne sommes pas des oiseaux, nous sommes des êtres humains. Et déjà, en tant qu'êtres humains, nous avons une structure, nous avons un mode de fonctionnement qui nous est imposé de l'intérieur. On ne devient pas humain comme ça pour le plaisir. Il y a une phrase célèbre de Simone de Beauvoir qui disait que on ne naissait pas femme, on le devenait. C'est pas vrai. Enfin, c'est pas mon avis. En tout cas, biologiquement, si vous voulez, on est femme et on le confirme ou on l'infirme. Mais voilà. Donc, nous venons au monde avec une architecture, avec une programmation et avec des raisons de vie. Et lorsque nous venons au monde, nous ne sommes pas totalement achevés. Nous venons au monde dans un degré d'immaturité. Un bébé humain, c'est beaucoup moins indépendant qu'un poulain. Un poulain, en quelques heures, il se met debout sur ses petites pattes, il tient debout. C'est vrai qu'il hésite, mais un bébé humain est totalement dépendant de sa mère. Il ne peut rien faire sans sa mère. Il ne peut pas se nourrir. Un bébé laissé seul, il meurt. Alors, pourquoi venons-nous au monde aussi immatures ? Pourquoi nous différencions des autres animaux qui viennent au monde beaucoup plus matures que nous ? Parce que, justement, nous sommes des animaux qui ont développé un gros cerveau. Un cerveau qui est tellement important que les interconnexions des 14 milliards de neurones qui composent cette machine créent la conscience. C'est ça qui est important. Nous sommes des animaux conscients. Et pour obtenir cette conscience, nous sommes programmés pour avoir un gros cerveau. Et donc pour avoir une grosse tête. Mais si nous développions cet organe cérébral et cette tête et ce crâne dans le ventre de notre mère, nous aurions un problème pour en sortir. Parce que nous détenons ce qu'on appelle un canal pelvien. La femme, si vous voulez, a 2 os iliaques, un de chaque côté, et au milieu, il y a un canal par lequel la tête du bébé va passer. Et si cette tête est trop grosse, eh bien le bébé est emprisonné
dans le ventre. Bon, alors il faut passer par la césarienne, ça arrive, mais pendant les 190 000 ans de premiers de l'existence de l'homme en dehors de la civilisation, il n'y avait pas de césarienne. Vous savez d'où vient le mot césarienne? Il vient de César, l'empereur, enfin pas l'empereur, mais César, parce qu'il n'était pas encore empereur, général et dictateur de Rome. Il était né justement d'une césarienne. Il n'avait pas pu sortir, peut-être parce qu'il avait une trop grosse tête, et on avait réussi à le sortir du ventre de sa mère, et on a appelé ça la césarienne. Voilà. Donc, c'est ça le fait, la raison de notre immaturité. Ce qui fait que lorsqu'un bébé vient au monde, il est totalement immature, mais il a une direction. Et cette direction-là, elle nous importe beaucoup, parce que dans ce programme qui va se développer au fur et à mesure qu'il devient mature, qu'il quitte cette immaturité pour devenir un humain, il y a un chemin, et ce chemin, il est bordé par des outils qui ont été développés pendant l'évolution de l'être humain. L'homme a à peu près 7 millions d'existences. Au départ, c'était un préhumain. Non, au départ, c'était un singe. Et puis le singe est devenu un préhumain, le préhumain est devenu un homme habilis, l'homme habilis est devenu un homme erectus, l'homme erectus est devenu... et ainsi de suite, jusqu'à l'homme. Nous n'existons que depuis 200 000 ans. Et l'histoire humaine, l'émergence qu'on appelle l'émergence de l'homme du reste du registre animal, c'est tout ce qui a été vécu par ceux qui nous ont précédés et qui nous ont légué à chaque fois. Et dans ce legs, il y a le besoin du bonheur. Parce que sans le besoin du bonheur, nous ne pouvons pas vivre. Ah bon, vous allez me dire comment? Ben non, parce que si vous n'arrivez pas à trouver votre quota minimum d'épanouissement dans le monde, vous éteignez progressivement, vous tombez dans la dépression, et la dépression est une menace fondamentale sur la vie. Aujourd'hui, on traite la dépression parce qu'on a des antidépresseurs, mais normalement, une espèce humaine, une espèce animale qui est en état dépressif s'éteint. Donc nous avons, si vous voulez, nous avons des sollicitations intérieures, nous avons des pulsions, nous avons des instincts, nous avons des préférences pour certains modes de vie qui nous apportent du bonheur. Et alors, quand vous sollicitez... Une seconde. Lorsque vous sollicitez ces raisons de vivre, alors vous captez, vous réussissez à obtenir des satisfactions qui sont d'abord agréables, le plaisir de manger quand vous avez faim, le plaisir d'avoir une relation sexuelle quand vous avez envie d'une femme, des plaisirs naturels et fondamentaux. Et notre règle de programmation aimerait que nous suivions, si vous voulez, les directives que nous donnent ces instincts qui sont en nous et qui sont vieux depuis des millions d'années, et même avant. Les animaux, eux aussi, ont ces besoins. L'animal a besoin de manger, il a besoin de se reproduire, il a besoin d'exister en groupe, etc. Donc, l'homme partage totalement ses règles de survie avec le reste du monde animal. Pour que l'homme y parvienne, nous avons ces pulsions, nous avons ces instincts, et lorsque et moi, personnellement, j'ai construit une théorie, j'ai beaucoup travaillé, j'ai cherché longtemps, et je n'ai pas trouvé davantage que 10 grandes raisons de vivre, 10 grands besoins à satisfaire, 10 grands besoins qui, lorsqu'ils sont satisfaits, vous apportent du plaisir, et vous apportent, outre le plaisir, et bien plus important que le plaisir, de la sérotonine. Et cette sérotonine que nous fabriquons dans notre cerveau est un neuromédiateur de la récompense qui recharge notre énergie vitale et qui fait que nous maintenons notre envie de vivre. Et sans cette sérotonine, tout doucement, progressivement, cette envie de vivre s'éteint tout doucement. Et nous sommes dans un monde aujourd'hui, un monde qui ne favorise pas
la poursuite de ses besoins. Alors, ces 10 besoins, ces 10 grands piliers du bonheur, j'en ai trouvé 10. Le premier, le plus prégnant, le plus physique, le plus biologique, c'est le besoin de se nourrir, le besoin de manger. Parce que si vous ne mangez pas, lorsque vos cellules, vous avez des milliards et des milliards et des milliards de cellules, des milliards même, de cellules qui composent votre corps, lorsque ces cellules manquent, ont brûlé leur sucre, eh ben, elles créent, elles développent, si vous voulez, une succession de réactions qui font que, au bout du compte, votre cerveau vous donne envie, vous donne la faim. C'est-à-dire que vous vous mettez à avoir faim. Et cette faim, elle est inscrite en vous. Cette faim, si vous n'aviez pas faim, vous pourriez mourir de faim. Les anorexiques, regardez, elles contrôlent leur faim, etc. Il y a des gens qui n'ont pas faim et qui menacent même leur vie. Voilà. Donc, ce besoin fondamental, si j'ai faim, je souffre, je mange, et là, je développe du plaisir et je développe de la sérotonine. C'est fondamental. Je vous en ai déjà parlé. Mais il est important que vous sachiez ça. Parce que si vous avez un problème de poids, c'est que quelque part, dans cette récolte du bonheur, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je vais vous dire comment la contourner. Parce que ce n'est pas simplement de vous dire comment nous fonctionnons. Il faut dire comment nous pouvons maîtriser notre mode de fonctionnement pour arriver à nous aider à échapper au surpoids. Mais le surpoids, c'est pas le plus important. Il y a aussi le bonheur de vivre, l'épanouissement, la réalisation de soi. C'est très, très important. Si nous sommes là comme spectateurs passifs parce que nous sommes là, non, la vie, c'est autre chose. Quand vous parlez, par exemple, d'un animal qui est dans la savane, un lion, par exemple, prenons un lion, il est dans sa savane, il est tranquille, il est allongé, il a ses lionnes autour de lui, parce que le lion, c'est un animal à harem. Et puis, il a ses petits qui viennent le taquiner, alors il pousse un grand gros, les petits bougent, etc. La tigresse vient, calme. Bon, c'est magnifique. Et puis, il est entouré d'un paysage de savane avec des espaces immenses, la vue qui se prolonge très très au loin, etc. Une végétation particulière de savane, etc. Il fait la chaleur qui convient à leur corps. Puis de temps en temps, il y a un animal qui passe, et là, le voilà parti à la chasse. Il chasse en groupe. Le lion hurle, gronde, etc., rugit, et il fait fuir les animaux, et les lionnes les rattrapent. C'est pas le lion qui tue. Non, si, c'est pas les lions qui chassent. Le lion, il tue. Une fois que les lionnes ont attrapé un animal, c'est lui qui donne la mort. Il vient et il donne avec sa mâchoire fracassante. Donc bref, je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais pour vous dire que le lion, il est comme nous, si vous voulez. Il a besoin de manger, il a des besoins, pas que de manger, il a besoin de courir, il a besoin d'avoir des enfants, il a besoin d'avoir des lions, il a besoin d'avoir un univers, il a besoin d'avoir une structure familiale. Tout ça, ce sont des choses qui le rendent heureux. Un lion, il est heureux. Un tigre est heureux. Tous ces animaux-là, lorsqu'ils vivent des vies qui sont conformes à leur projet, le projet de leur espèce, eh bien, ils sont contents. Vous voyez les chevaux sauvages, ils vivent, mais ils ne parlent pas du bonheur, parce que le bonheur, et je vous ai dit, c'est quelque chose de biologique. Les animaux ne vous disent pas « je suis heureux », mais ils sont heureux. Vous prenez un lion, vous le mettez dans une cage, et vous lui laissez manger ce qu'il veut, c'est-à-dire vous lui faites une alimentation snack, il peut manger, on lui met à manger, il devient obèse. Ça a été montré, ça a été prouvé. Un lion n'est pas fait pour vivre dans une cage. C'est un grand malheur. C'est un malheur absolu, infini. Il devient gros et je vous l'ai dit, je ne sais pas il y a longtemps peut-être, mais le lion, si vous voulez, quand il est en recherche de plaisir, comme il est seul, il n'a pas sa lionne ou ses lionnes, qu'est-ce qu'il fait? Il se masturbe tout seul sur le sol de sa cellule. C'est horrible de voir un lion, si vous voulez chercher du plaisir. Alors on n'appelle pas ça du bonheur chez l'animal, mais privé de son adaptation à son programme, il est malheureux et il en meurt. Il y a des lions qui en meurent. Voilà, bref. Après, le deuxième grand pilier du bonheur, c'est la sexualité. La sexualité, c'est un besoin fondamental, parce que si l'alimentaire vous permet de vivre, la sexualité permet à l'espèce de vivre, pas à vous, mais à l'espèce. Si toutes les femmes du monde s'arrêtaient d'avoir des relations sexuelles pendant 25 ans, l'espèce disparaîtrait. Donc on a besoin de se reproduire, et pour se reproduire,
on ne s'inscrit pas dans un club de rencontre. Ça, c'est nouveau. Mais normalement, si vous voulez, la femme a des atouts, a des marqueurs, a des déclencheurs de ce qu'on appelle son sex appeal, qui appelle. Et chez l'homme, il y a une écoute de ce sex appeal et vice-versa. La femme ressent le sex appeal de l'homme, et tout ce système, c'est pas nous qui l'avons créé. Nous venons au monde avec, et quand on arrive à la puberté, et ben tout ça, ça se met en marche parce que les hormones se mettent à fonctionner. Le sex appeal bilatéral fait que les hommes sont attirés par les femmes et les femmes sont attirées par les hommes. Et dans ces messages, qui sont des messages non verbaux, qui sont des messages biologiques, la forme du corps de la femme a une importance capitale. Si la femme a des seins, ça n'est pas uniquement pour nourrir le bébé. Parce que c'est chez les grands singes, chez le chimpanzé par exemple, la femelle, lorsqu'elle est enceinte, a des gros seins qui ressemblent à ceux de la femme. Mais dès que les bébés deviennent adultes et n'ont plus besoin de lait, eh ben, les seins se vident totalement et deviennent comme des gants retournés, vides. Alors que chez la femme, les seins sont en état permanent. Comme chez les guenons et chez les singes, il y a ce qu'on appelle le RUT, c'est-à-dire le RUT, c'est le besoin d'activité physique, c'est quelque chose qui monte des profondeurs, qui est inscrite dans la génétique d'une espèce animale, les singes, pour parler d'eux. Eh bien, le RUT dure quelques jours, et ces jours entourent la période de reproduction. Si vous voulez. C'est la période où les ovocytes vont rencontrer les spermatozoïdes. Le reste du temps, l'espèce des singes n'ont pas un grand besoin, les femelles n'ont pas un grand besoin et elles refusent les mâles, si vous voulez. Donc ça veut dire que la poitrine, c'est important. Il faut qu'une femme ait un peu de poitrine. Et le fait de maigrir, parfois, réduit la poitrine. La taille, normalement, est fine. Hein, et les hanches et les cuisses, que vous détestez, que vous appelez de la cellulite, ces hanches et ces cuisses, eh ben, ce sont des émetteurs d'attirance sexuelle. Pourquoi? Parce qu'à partir des hanches, jusqu'à ce qu'on appelle, juste après la culotte de cheval, mais cette partie-là, si vous voulez, qui prend les hanches et qui entoure le début des cuisses, si vous tracez un cercle qui passe par les hanches et le début des cuisses, vous avez en plein milieu le mille de la cible, c'est l'entrée du vagin. Et cette entrée du vagin, c'est là où c'est la porte de la pérennité de notre espèce. Voilà, donc la sexualité est quelque chose de fondamental qui est inscrite en nous, qui parle, qui nous attire, qui nous fait mouvoir entre la sexualité. Et alors, autour de cette sexualité, il y a l'amour. L'amour qui fait qui nous différencie des animaux. Les animaux s'attirent. Il y a même des espèces monogames, hein, comme certains oiseaux, comme l'ouran-outan, qui est monogame. Il y a les oies cendrées de Lawrence qui ne vivent qu'avec un seul mâle toute sa vie. Voilà. Mais en dehors de ça, et même dans ces cas-là, ça joue partout, si vous voulez. La femme a une sexualité qui se prolonge par l'amour, et l'amour, ça a quelque chose l'amour, ça a quelque chose de sacralisé. Quand l'amour est fort, quand l'amour se développe, quand il y a ce qu'on appelle le coup de foudre, lorsqu'il y a cette fusion des êtres, ça confine aux religieux, ça confine à la magie, ça confine au sacré. Ça ne dure pas toujours, après c'est autre chose. Mais après, il y a l'amour de vie en commun, il y a la tendresse, et il y a surtout les enfants. Hein. Le soin aux petits est fondamental. Une mère qui n'est pas apte à donner des soins aux petits, elle va faire de ses enfants des monstres. Des mères qui sont par exemple paranoïaques ou qui sont bipolaires ou qui sont schizophrènes ou qui sont dépressives, elles donnent des enfants qui sont éminemment fragiles, qui partent mal dans la vie parce qu'ils n'ont pas reçu leur dose d'amour, et cette dose d'amour, elle est liée, si vous voulez, à la sexualité. La troisième, c'est la position qu'un individu
a dans la société, bien entendu, un individu qui est social, qui a une vie sociale. La panthère noire, elle est seule, elle n'a pas de société. Mais nous, les humains, nous, les grands singes, nous avons une société et nous existons dans cette société et nous avons tous besoin de... Alors, dans ces sociétés-là, elles sont hiérarchisées. Il y a le chef, qu'on appelle le alpha. Dans toutes les sociétés primitives, il y a un chef qui s'impose parce que il a un charisme. Et aujourd'hui, on voit bien dans la politique que les charismes, c'est fondamental. On ne peut pas avoir un chef qui n'a pas un charisme. Alors, vous pouvez avoir un charisme physique, mais vous pouvez avoir un charisme mental. Et on sait que les grands leaders charismatiques, les grands leaders qui ont entraîné des fois des populations dans le drame, ont une charisme et que malgré tout ce qu'ils font de grave, eh bien, ils sont suivis parce que ils sont, il y a une sorte de magnétisme qui est relié. Et donc, en dehors du alpha, il y a le bêta, il y a le gamma, enfin, il y a toute l'échelle d'animaux, il y a le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4, et nous sommes tous, nous humains, malgré le fait que nous sommes des millions à vivre dans des villes, et que nous sommes complètement en dehors de notre raison d'être naturelle, eh ben, nous avons besoin de nous situer dans la société. Lorsque vous êtes en position 25, vous voulez être en 24 et en 23, vous voulez acquérir du pouvoir. L'homme, si vous voulez, a besoin de pouvoir. Alors aujourd'hui, il y a les dominants, ceux qui prennent le pouvoir par définition, parce que même quand... Et puis vous avez les compétents. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de compétents qui rivalisent avec les hommes de pouvoir. Voilà. Et ça, c'est fondamental. C'est un grand, grand besoin, un besoin primitif. Et puis vous avez, le quatrième, c'est l'habitat. Alors l'habitat, ça peut dire, quoi, c'est quoi? Non, c'est fondamental, l'habitat, parce que l'habitat, c'est la sécurité. Quand vous avez un habitat, vous êtes en sécurité, vous êtes loin des autres, vous pouvez protéger ce que vous aimez, vous protégez votre famille. Voilà. L'homme a toujours eu besoin de son habitat. Et cet habitat a varié beaucoup selon les territoires où il vivait, selon la géographie humaine. Alors, il y a les animaux aussi ont besoin. Par exemple, un lapin vit dans un endroit particulier, un castor vit dans une rivière, un ours vit dans une caverne, un oiseau dans son nid, etc. L'homme, lui, il a toujours eu aussi un besoin. Il a vécu dans des grottes, il a vécu dans des tentes ou des abris. Aujourd'hui, ce besoin d'habitat, il est très bouleversé. Parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a à peine un siècle, si vous voulez, les gens, les humains vivaient dans des territoires où le mètre carré n'avait pas de valeur particulière. Si vous voulez, vous arriviez le premier, c'est comme ça que la conquête de l'Ouest s'est faite dans l'Amérique, vous arrivez le premier, vous plantez votre drapeau, et puis vous avez tout ce qu'il vous faut pour vivre, cultiver, faire de l'élevage, etc. Aujourd'hui, c'est un drame. La population urbaine est devenue ultra majoritaire, ce qui fait que dans Paris, si vous n'êtes pas un homme richissime, etc., eh ben vous avez un petit appartement de rien du tout, très loin de l'endroit où vous travaillez. C'est très, très difficile d'assumer. Alors bon, vous avez peut-être votre sécurité si vous avez une bonne serrure, mais en dehors de ça, vous avez du mal à vous épanouir parce qu'il y a une sorte de pression. On est sous pression. L'homme et la femme aujourd'hui sont sous pression, sous stress. Dans un petit appartement, vous êtes sous stress. Moi, je me souviens, quand j'étais étudiant, je vivais dans un 10 mètres carrés. Bon, j'étais jeune, j'avais plein de choses. Mais c'est stressant, si vous voulez. Je me souviens quand je recevais mon frère qui était lycéen, et quand il venait le week-end de Pontoise, il venait à Paris, et ben, dans mon petit 9 mètres, 10 mètres carrés, j'enlevais mon matelas, je dormais sur le sommier, et lui sur le matelas, ou vice-versa, mais c'est tout, on ne pouvait plus marcher. Donc ça, c'est inhumain. Et pour être bien, il faut avoir un endroit où vivre, où il y a de l'espace, où on peut avoir ses enfants lorsqu'ils grandissent. C'est formidable d'avoir ses enfants à côté de soi, ses petits-enfants, etc. Cette sorte de groupe. Bon, les paysans encore ont cet aspect, mais c'est difficile, c'est déjà difficile même pour eux. Donc dans les villes, c'est une catastrophe. Le corps, le cinquième besoin fondamental, le cinquième pilier du bonheur, c'est le corps. Vivre dans son corps, vivre avec son corps, c'est une règle
fondatrice, si vous voulez. Alors aujourd'hui, c'est la même chose, on vit dans la sédentarité absolue, et la sédentarité appauvrit, et l'activité physique enrichit. La meilleure preuve, et ça a été prouvé 36 fois, c'est que l'activité physique déclenche une sécrétion de sérotonine. La sérotonine, c'est ce qui recharge l'envie de vivre. Hein, voilà. Et ça, c'est fort. Voilà quelque chose que vous devez comprendre. Si vous avez un problème de poids, si vous avez du mal à gérer votre poids, en dehors de l'aliment, vous avez l'activité physique. C'est facile. C'est facile de monter ses escaliers à pied, c'est facile d'aller à son travail, c'est pas très loin à pied, d'aller à la gare au moins à pied, et puis le samedi, le dimanche, d'aller faire des balades, des randonnées. C'est pas un luxe, c'est pas une mode, c'est pas... Non, c'est inhérent au fonctionnement de l'humain globalement. La différence qu'il y a entre le végétal, une plante par exemple, et un animal, c'est le fait que le végétal a des racines et il a des feuilles pour recevoir l'énergie qui vient du soleil. Il tire du sol ses minéraux, ses sels minéraux, ses constituants, etc. Et avec ces feuilles, il capte le soleil. Et le soleil, avec la sève qui monte, fabrique de la plante. La plante grandit comme ça, grâce au soleil. Vous privez la plante de soleil, elle ne grandit plus. Voilà. Et nous-mêmes, si vous voulez, l'animal, pourquoi l'animal a besoin de son corps? C'est parce que son corps ne lui suffit pas. Il ne suffit pas à un corps d'aller chasser. Il faut savoir où chasser, comment chasser. Hein, et ça, c'est l'intelligence. Et l'intelligence, les neurones, le fonctionnement du cerveau et celui du corps est corrélé. Donc, l'activité physique, c'est le 5e grand pilier du bonheur. C'est celui qui vous amène de la réalisation de vous-même et qui vous rend heureux. La 6e, c'est le besoin de nature. C'est pas un besoin de nature, comme on voit dans les journaux, vous dit allez profiter de la nature. Allez... Non, pas du tout. La nature, c'est tout simplement notre origine. Nous sommes nés dans la nature. Attendez, je vous demande une seconde. Reviens un peu plus tard, là, je suis au live. Excusez-moi, on était venu me demander. Alors, oui, j'en étais à la nature. La nature, le fait, si vous voulez, de vivre dans la nature, de voir la nature, de la sentir. Nous sommes nés de la nature. Chaque humain est un petit morceau de nature. Il ne faut pas se tromper, on vient pas, nous ne sommes pas parachutés, nous ne sommes pas des ovnis qui ont été parachutés par une autre espèce ou par une autre planète. Nous sommes humains, nous sommes nés sur cette terre, nous sommes parcelles de cette terre et nous en avons besoin. C'est la terre et la terre mère. Nous sommes les enfants de la terre. On l'oublie énormément aujourd'hui. L'homme est arrogant, il s'imagine qu'il existe indépendamment de la nature. C'est une profonde erreur qu'il paye dans sa recherche insuffisante de bonheur. Donc, on a besoin de nature, on a besoin de voir les arbres, on a besoin de sentir l'odeur de la forêt, de voir les nuages, on a besoin de voir la mer, on a besoin de sentir la terre, on a besoin des animaux, on a besoin fondamentalement des animaux. Un enfant qui a connu un animal domestique, malheureusement c'est pas la même chose qu'un animal sauvage, mais un enfant qui a été élevé avec un chat ou avec un chien aura une vie un peu, bien sûr c'est pas radicalement, mais un peu différente de l'enfant qui n'a jamais connu un animal. Donc on a besoin on a besoin du vent, on a besoin d'entendre le bruit de la mer, on a besoin de tout ça. On a besoin de voir les montagnes, on a besoin de grimper sur les montagnes, de sentir, de voir la neige. On a besoin de tout ça. C'est pas un besoin intellectuel, c'est un besoin physique. Donc, téléphone. Donc, ce lien avec la nature, nous allons voir tout à l'heure comment récupérer
ce bonheur qui manque et qui fait qu'on devient gros, eh ben, là encore, vous avez la possibilité d'aller retrouver, dès que vous avez la possibilité d'aller dans un jardin, oui, mettez un pot de fleurs, une plante sur votre balcon. C'est tout, un géranium, c'est déjà fondamental. Avoir un géranium ou deux et les voir grandir, venir le matin, avoir ce qu'on appelle la main verte. Bon, c'est pas donné à tout le monde, il y a des gens qui trouveront ça ridicule, mais c'est beau de voir une plante. Hein, quand vous voyez un arbre qui grandit, qui donne des fruits, etc. Mais ça donne des sensations qui ne sont pas explicables intellectuellement. C'est quelque chose qui est en nous. Il faut bien, si on veut être heureux, il faut comprendre ce qui se passe en nous. Alors, il y a le 7e pilier, c'est le pilier, le jeu, le ludique, c'est-à-dire jouer avec la vie, se servir du jeu pour se développer. L'enfant, par exemple, vous essayez d'apprendre à l'enfant des notions abstraites qui le gênent, qui l'ennuient, et bien avec le jeu, là vous arrivez à l'amuser, vous arrivez à l'intéresser. Et le jeu, c'est quelque chose qui existe aussi chez l'homme. Alors ça prend une forme différente, c'est plutôt du divertissement, mais c'est important. Aujourd'hui, si vous voulez, il y a d'autres formes de jeux qui se sont mises en place. Alors le plus grand jeu, c'est le jeu qui se fait avec un autre être humain. Par exemple, danser avec quelqu'un, c'est jouer. Faire une partie de tennis avec quelqu'un, c'est jouer. Il y a justement énormément de... Oh, ça m'énerve ce téléphone. Il y a énormément d'activités ludiques qui donnent beaucoup de sens à la vie. Il n'est pas nécessaire d'être un grand joueur, mais prendre la vie avec cette sorte de direction du jeu, ça vous maintient en activité. Il y a des gens qui, en jouant, vont faire des choses qu'ils ne pourront jamais faire. Il y a des joueurs de football, par exemple, qui se battent pour arriver à mettre un ballon entre deux arcades de but. Mais vous ne pouvez pas imaginer les dépenses physiques. Un joueur de tennis qui joue 4 heures, 5 heures sous le soleil à Roland-Garros, mais jamais il le ferait s'il ne s'amusait pas. Alors on dit, ouais, c'est pour l'argent. Mais non. Bon, bien sûr, l'argent, il fait. Mais c'est surtout, il ne ferait jamais ça que pour de l'argent. Ce serait une torture. L'appartenance au groupe, c'est le 8e pilier de ce fameux pilier. L'appartenance au groupe, nous avons tous... L'homme et l'animal lorsque ce sont des espèces sociales, sont inclus dans un groupe et ils appartiennent à ce groupe, ils se fondent dans ce groupe. Et lorsque un individu est chassé d'un groupe, il meurt. Un chimpanzé par exemple, qui est chassé du groupe, meurt. Et pas uniquement parce qu'il n'a pas de quoi manger, non, il pourrait se nourrir, mais il s'éteint parce qu'il a perdu sa raison d'être, il a perdu son appartenance au groupe. Ça aussi, c'est quelque chose de formidable. Le premier groupe humain, c'était, pendant des millénaires et des centaines de milliers d'années, c'était un petit groupe de 50 personnes dans lequel il y avait moitié homme, moitié femme, et chacun avait son rôle. Et cette appartenance au groupe, c'est le fait que vous êtes partie constitutive d'un tout. Voilà. Alors, il y a aussi... Alors, tous ces 8 premiers besoins appartiennent autant à l'homme qu'à l'animal. Mais il y a 2 besoins qui sont fondamentalement humains. C'est le premier, c'est un besoin colossal, immense, c'est le besoin du sacré. Alors vous allez me dire, oh, c'est quoi le sacré? C'est un petit mot. Pas du tout. Le sacré, c'est quelque chose qui nous permet d'être arrivé à vivre aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'entre le dernier des singes et le premier des hommes, parce que l'homme descend du singe, hein, et entre les deux, il y a un no man's land qu'on ne pourra jamais connaître. Hein. On voit des crânes, bon, d'accord, on peut déduire immensité de choses de ce côté-là, on peut reconstruire, mais on ne saura jamais ce qui s'est passé, bien sûr, parce qu'on n'y était pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'entre le dernier des singes et le premier des hommes est apparue la conscience. La multiplication des neurones du cerveau et leur interconnexion a créé la conscience. C'est-à-dire c'est quelque chose, une sorte de réverbération. L'animal est conscient,
Mais il n'est pas conscient d'être conscient. Quand je parle de la conscience humaine, c'est une conscience réfléchie. C'est comme si vous étiez dans une voiture, que vous avez la possibilité de sortir de la voiture et de voir le moteur tourner avec ses cylindres, etc. C'est ce que nous sommes. Et cette conscience, elle a des potentialités phénoménales, qui fait qu'aujourd'hui nous sommes gogoliens, au sens où on est tous regroupés sous l'aile de Gogol, et que Gogol, à chaque instant, vous dit ce que vous voulez. Alors, vous avez n'importe quelle question à vous poser, pas, vous allez sur Gogol, vous trouvez. Et parce que nous sommes tous reliés. Eh bien, si vous voulez, lorsque l'homme a eu cette conscience, il a compris tout ça, mais il a compris une chose beaucoup plus grave, gravissime, c'est qu'il allait mourir. C'est le premier animal qu'il sait qu'il va mourir. Et quand un animal devient mature et comprend qu'il va mourir, c'est un drame. C'est un drame qui aurait pu aboutir à l'extinction de l'espèce. Une espèce qui sait qu'elle va mourir n'a pas besoin de vivre. Vous ne plantez pas un noyer quand il vous reste qu'un an à vivre, parce que vous ne verrez jamais les fruits. C'est tout simple. Et face à cette anxiété colossale, cette anxiété mortelle, eh bien, est apparu chez l'homme le besoin de s'agenouiller et de regarder vers le ciel, de créer dans ce ciel, de voir des dieux, de voir, au début c'était pas des dieux, c'était des vents, c'était des forces de la nature, et puis progressivement elles se sont anthropomorphisées, c'est-à-dire qu'on a regardé dans le ciel en cherchant des personnes ou des forces, des entités qui ressemblent à un homme, voilà, et on a créé des dieux, voilà. Après, on l'a créé ou on n'a pas créé, ils existaient en nous. Ça, c'est un autre problème auquel je ne participerai pas. Mais si nous n'avions pas eu le sacré, nous n'existerions pas. Et nous avons besoin. Ce besoin du sacré, ce n'est pas un besoin qui est venu et puis qu'on l'a comblé. Non, il s'est inscrit dans nos structures. Nous avons tous les hommes, depuis le début de l'aurore de l'humanité, ont construit des totems, ont enterré leurs morts, on construit des pyramides pour l'après la vie. On avait besoin de dire que la vie ne s'arrêtait pas avec le dernier souffle. C'est une catastrophe de penser ça. Alors aujourd'hui, on arrive à vivre avec, parce que nous sommes tellement occupés que nous n'y pensons pas. Voilà, donc nous avons cet immense besoin du sacré, et ceux qui ont la chance... Alors, le sacré, ce n'est pas uniquement le religieux. On peut très très bien trouver de la spiritualité en dehors de la religion. Voilà, donc ceux qui croient en Dieu... alors pour eux c'est évident, ils croient en Dieu, donc après la mort, eh bien nous allons, voilà, bon, mais vous vous rendez compte, ce réconfort inouï qui fait qu'on croit que nous ne sommes pas détruits par l'abandon de notre corps. C'est colossal. Et ça, alors sans aller jusque-là, il y a des choses dans la vie qui ont une valeur spirituelle. Et cette valeur spirituelle, c'est ce qui arrive à nous faire sortir de nous-mêmes pour avoir un projet plus grand que nous. Par exemple, je ne sais pas moi, l'abbé Pierre, il est sorti de son petit modèle humain pour aller donner aux autres, pour apporter aux autres, si vous voulez, quelque chose qui lui a donné cette sorte de valorisation. C'est colossal de dépasser. Alors malheureusement, ça vient souvent avec l'âge. C'est en vieillissant qu'on se met à chercher des causes qui nous dépassent, etc. Mais plus tôt on le fait, et mieux c'est. Si vous avez des choses qui vous dépassent, des projets qui sont plus grands que vous, alors vous êtes habité par une force spirituelle qui est immense, immense. Et puis le dernier des piliers du bonheur, c'est le besoin de trouver de la beauté. Alors la beauté, c'est quelque chose là aussi qui confine à la spiritualité, qui confine au sacré, parce que ce besoin du beau, pendant très très longtemps, jusqu'à la Renaissance, et depuis l'aurore de l'humanité, a été une certaine manière de s'exprimer aux dieux. Aujourd'hui, vous avez des masques africains qui sont vendus à Christie's ou à Sotheby's à des dizaines, à des centaines de millions, peut-être pas des centaines, oui, mais des dizaines, des vingtaines, des trentaines, peut-être même plus encore, de millions
d'euros, alors que les gens qui les ont fait comme ça pour le rituel, pour se démarquer de la magie, pour échapper au sort que les uns et les autres s'adonnaient. Des choses qui n'ont aucune valeur matérielle. Et aujourd'hui, notre monde à nous, c'est d'arriver à donner, à mettre un prix en euros ou en dollars sur des créations. Mais ça, c'est venu à la Renaissance, lorsque les papes ont commencé à avoir des commanditaires à Michel-Ange et des Raphaël et des choses comme ça. Bon, mais le besoin du beau est fondamental. Aujourd'hui, nous avons tous besoin, à des degrés différents, bien sûr, mais nous avons tous besoin d'écouter de la musique, de lire un beau livre, de voir des choses qui sont belles, des objets qui sont beaux. C'est permanent, si vous voulez. Donc là aussi, il y a aussi des moyens de créer du bonheur autre que celui de mettre en bouche. Voilà, ces 10 besoins sont des besoins qui nous sollicitent différemment selon notre histoire, l'histoire de chacun. Parce que nous venons au monde avec une aptitude à satisfaire tous ces besoins, mais en fonction de la famille dans laquelle vous vivez, le pays dans lequel vous vivez, les traditions qui vous occupent, les religions que vous suivez, il y a, dans certaines familles, il y aura des entrepreneurs qui vont naître parce qu'ils vont avoir besoin de s'inscrire dans la société. Il va y avoir des sportifs, il va y avoir des vétérinaires qui aiment les animaux, qui aiment la nature, voilà, etc. Donc, en fonction de l'histoire de votre vie, vous allez, des rencontres, etc., vous allez vous orienter. Alors, plus ces besoins sont satisfaits, plus ils récoltent du plaisir ou de la résolution des plaisirs. Quand vous avez une souffrance et que vous créez un plaisir, vous le neutralisez, je vous l'ai déjà dit, et cette sérotonine. Il faut que l'on comprenne que lorsque la récolte de sérotonine est insuffisante, lorsque par exemple dans un couple, il y a une séparation, un deuil, un divorce, etc., eh ben, ça crée un trou terrible. L'éloignement des enfants, tout ce qui était du domaine qui a... Voilà. Aussi, tout ce qui relève de la perte du pouvoir dans la société, le pouvoir de s'exprimer dans la société, par exemple aujourd'hui un chômage ou la retraite, ce sont des moments terribles où il y a une sorte d'épuisement brutal du plaisir de vivre dans la société et d'assurer sa position. Voilà. Donc quand cette récolte est insuffisante par sédentarité, par absence de vie spirituelle, par un travail insatisfaisant, par perte, par absence de spiritualité, par éloignement du beau culturel, si vous voulez. Bon. Et au total, et donc, je crois que je définirais de manière, comment dirais-je, plus concrète, l'homme, comme tous les animaux à gros cerveau, est un chasseur de sérotonine. Nous sommes tous des chasseurs de sérotonine. Nous ne sommes plus des chasseurs-cueilleurs, mais nous restons, le chasseur-cueilleur chassait aussi de la sérotonine. Tous les êtres humains, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, nous sommes des chasseurs de sérotonine. Et lorsque nous ne parvenons pas à obtenir cette sérotonine, nous sommes en danger. Parce que l'absence de sérotonine nous ramène dans la dépression. La dépression est une menace sur la vie. Et cette menace sur la vie, elle est combattue par l'intérieur. Nous avons des défenses contre l'entrée dans la dépression. Cette défense, la première des défenses, c'est d'essayer de trouver quelque chose qui équilibre. C'est le principe des vases communicants. Sur 10 besoins, s'il y en a un qui s'éteint, chômage, s'il y en a un autre qui s'éteint, divorce, veuvage, voilà, à ce moment-là, il y a le besoin de trouver dans ce système de vases communicants quelque chose qui vient à la rescousse. Et c'est ainsi que si on perd d'un côté, il faut retrouver. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un monde où la chasse à la sérotonine naturelle, je ne parle pas de la sérotonine en médicaments, mais la chasse à la sérotonine naturelle est menacée. Si vous regardez bien, dans chacun de ces territoires, nous sommes menacés. Il y a 2 territoires dans lesquels la société nous accorde un droit privilégié, c'est la bouffe. Alors là, vous avez toute la bouffe du monde, et pas n'importe quelle bouffe, une bouffe gratifiante, et le divertissement, le jeu.
hein, les jeux électroniques, les télévisions, les films, etc. Bon, c'est un ersatz de jeu, parce que c'est pas un jeu profondément humain, mais c'est un jeu quand même. Donc ceux-là, si vous voulez, ils se vendent, et alors la société incite à ce que vous les achetiez. Mais les autres besoins, ça n'intéresse pas du tout la société. Hein. Votre travail, progressivement, on vous met des robots qui vont faire tout ça à votre place. Donc progressivement, ça crée du chômage, ça crée du malheur, et c'est la même chose. La spiritualité, Dieu est combattu, Dieu est mort depuis Nietzsche, si vous voulez, et ainsi de suite. La beauté, la beauté, on vous met des photos de publicité, les publicités. Les plus belles publicités, celles qui coûtent le plus cher, ce sont celles qu'on fait pour les voitures et ce sont celles qu'on fait pour les parfums. Parce que ce sont des gens qui ont beaucoup, beaucoup d'argent et qui trouvent des artistes créatifs qui vous font des publicités formidables. Hein, parce que les publicistes connaissent vos besoins beaucoup plus que vous. Ils savent que vous avez besoin du beau, ils savent que vous avez besoin d'une spiritualité. Et cette spiritualité... Regardez, par exemple, vous avez des publicités où vous voyez un homme qui est dans un train et puis une autre femme qui est dans un autre train et puis ils se croisent ou un train ou des calèches ou des voitures et brusquement, il y a une sorte de magie qui fait que leurs regards se croisent. Bon, puis après, on vous dit, si tout ça, c'est grâce au parfum ou c'est grâce à n'importe quoi. Bon, et c'est ça. Aujourd'hui, il faut se battre. Il faut se battre contre cette pression que la société fait pour produire, pour pouvoir assurer la croissance de la société, qui est naturelle, je comprends, pour éviter le chômage, pour éviter tout ce qui menace les sociétés où la croissance baisse. Donc, alors vous allez me dire, bon, j'ai compris. Alors vous me dites, docteur, que je suis en surpoids ou je suis obèse parce que je sais pas bien récolter. Je vis dans un monde où j'ai du mal à récolter ma dose de plaisir et de sérotonine suffisante, voilà, et qu'en plus, probablement dans mon enfance, j'ai eu quelques petites carences qui fait que je suis devenu un chercheur d'aliments. Et que voilà, comme ce que je sais faire le mieux dans ma vie, c'est de fabriquer du plaisir de bouche, et je grossis. Hein, et voilà. Oui, c'est ce que je pense. Mais attention, dans cette recherche de plaisir de bouche, il y a là aussi d'énormes différences. Les gens qui cherchent de manière intense, si vous voulez, à générer du plaisir de bouche, ne vont pas fondre sur des concombres ou sur des haricots verts. Ça ne les intéresse pas du tout. Ce qu'ils veulent, ce sont des aliments qui sont de haute gratification, qui sont des aliments de récompense, qui sont perçus par le cerveau comme étant conformes à ce qui est attendu pour gérer de la survie. Et alors, ce sont des glucides. Vous allez dire que je reviens souvent sur ces glucides, mais c'est la vérité. Parce que ce ne sont ni les protéines, ni les graisses un petit peu plus, mais ni les protéines, ni les graisses, qui sont les plus génératrices de récompenses cérébrales. Et les plus importantes, ce sont ceux qui ont soit le goût sucré, comme les gâteaux, comme les desserts, etc., soit des glucides salés comme les pâtes, le pain. Le pain, c'est jouissif aussi. Hein. C'est quand vous avez votre baguette et que vous rentrez chez vous, c'est facile de la mettre en bouche. Voilà. Et ce besoin de bouche, si vous voulez, il est porté par... il est fort parce qu'il est porté par un besoin, une procédure d'urgence. Lorsque vous avez un trou dans votre équation du bonheur, il y a dans votre corps des procédures d'urgence qui vous font rendre ce besoin de compenser cette perte comme prioritaire, parce que c'est prioritaire. D'avoir des raisons de vivre, c'est prioritaire. Si vous n'avez pas de raison de vivre, vous n'avez pas de raison de vivre. Voilà, c'est ça. Alors, si, comme la plupart des humains d'aujourd'hui, vous êtes en manque d'ardeur de vivre, c'est peut-être l'un des signaux les plus généraux qui se rencontrent aujourd'hui sur Terre, dans les sociétés dites riches, les sociétés évoluées, hein, c'est justement ce manque d'ardeur à vivre. Le citadin moyen
c'est quelqu'un de fatigué, c'est quelqu'un de stressé, c'est quelqu'un qui en prend plein la gueule toute la journée, qui doit courir par-ci, qui doit courir par-là, qui doit sacrifier à des modes de vie qui sont, qui sont des conditions hostiles à la vie, qui sont dénaturées. Bon, attendez, je ne suis pas là pour faire la révolution, hein. Non, mais je vous dis tout simplement que nous vivons dans un contexte qui est hostile à la nature humaine, et que il y a bien entendu des compensations, c'est ce que disait Henri Miller, il disait que nous vivons dans un enfer, et Dieu sait si l'enfer est chaud, et brûlant même, mais un enfer climatisé. Voilà, alors c'est ça le problème, c'est que nous sommes des animaux dénaturés, nous ne sommes plus des êtres humains de base, fondamentaux, mais nous avons acquis ce degré de civilisation qui est étonnant, tellement il est important, mais ce degré nous apporte aussi des compensations du conditionnement, de l'air conditionné dans un monde qui est trop brûlant. Voilà. Alors vous me direz, c'est bien beau tout ça, c'est bien beau de savoir ce que vous me dites, etc. Ça a peut-être du sens pour vous, ça vous évoque des choses que vous ressentez ou que vous ne ressentez pas. Mais vous en avez eu besoin. Si vous avez grossi contre votre volonté, parce que j'imagine que personne qui m'écoute et qui est en surpoids n'a grossi par plaisir, ou a grossi en le voulant, en le cherchant. Personne. Je ne connais personne qui, sauf les maigres constitutionnels qui essayent de grossir, mais ça échappe à ce que je vous dis, mais je ne connais personne qui cherche à grossir. Donc si vous avez grossi, c'est que vous avez usé et abusé de l'alimentaire. Et vous n'avez pas usé et abusé de l'aliment, je vous dis, les concombres et les radis, non, vous avez abusé de ces aliments qui sont riches en gratification, qui agissent sur la genèse de la sérotonine, et vous n'en avez pas pris un peu, vous en avez pris beaucoup. Vous avez, moi je sais, j'ai vu vivre des obèses, des personnes en surpoids, ils mangent de manière compulsive, c'est-à-dire ils mangent beaucoup, ils ne se contentent pas de manger, ils mangent énormément, pour s'apaiser. On a l'impression qu'ils souffrent, mais ils souffrent, oui, ils souffrent. La plupart des gens qui manquent de bonheur souffrent, et aujourd'hui, il y a énormément de gens qui sont en souffrance. Voilà. Et alors, me direz-vous, tout ça c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait, docteur, quand on est en surpoids, qu'on est obèse, parce qu'on a trop mangé, et qu'on a mangé pour s'apaiser, qu'on a mangé pour trouver suffisamment de sérotonine pour nous donner envie de vivre? Que fait-on? Eh bien voilà. Alors, j'invoque ici le principe des vases communicants. Je vous en ai parlé. Lorsque un se vide, il faut que l'autre se remplisse pour obtenir une somme commune. Eh bien, c'est celui-ci que j'invoque aujourd'hui pour vous, ce principe des vases communicants. Face à un divorce, par exemple, ou à un chômage, je vous ai dit, ces deux trous terribles dans votre équation, parce que vous n'avez plus de relation à la vie sexuelle, pas sexuelle au sens où ce qui se passe dans un lit, mais toute la sphère familiale, la sphère parentale, l'amour, etc. Donc tout ça, quand c'est éteint, quand vous êtes éloigné de la société dans laquelle vous avez un rôle à jouer, parce que vous êtes à la retraite, ou parce que vous êtes en chômage, etc., ou parce que vous vous ennuyez dans votre travail, ça c'est encore pire que tout. Et à ce moment-là, il faut, et que vous êtes un doué pour trouver du plaisir, pour fabriquer du plaisir avec l'aliment, alors là, il faut, pour avoir cet apaisement dont vous avez besoin, il faut que vous sachiez qu'il vous reste 9 autres possibilités de trouver de la sérotonine, de trouver des raisons de vivre. Il n'y a pas que l'aliment. L'aliment, c'est le plus facile, c'est le plus simple, c'est celui qui coûte le moins cher. Alors, les autres, je vous dis, sont menacés, sauf le besoin de jouer. Alors bon, vous pouvez vous faire plaisir en regardant une série régulièrement. C'est le succès des séries, c'est ça. Parce que les gens arrivent chez eux, prennent une série, 1, 2, 3, 4, 5 épisodes, et puis après, il y a une deuxième étape, vous avez encore 1, 2, 3, 4, 5 séries. Des séries qui n'en finissent pas, c'est parce qu'on a besoin. C'est pas pour apprendre que l'agent Mugler a tué l'ennemi public numéro 1 dans la 5e séance. Non, on a voilà, ce besoin de se divertir, c'est important. Et le besoin de manger est colossal aussi. Donc, mais il y en a d'autres. Ils ne sont pas faciles à obtenir, mais ils existent. Et je vous ai dit,
par exemple, ce matin, j'écoutais une émission de radio. C'était une émission qui interrogeait des gens sur des changements de mode de vie, des changements de métier, etc. Et j'entendais une journaliste interroger un publicitaire de haut niveau, qui avait fait des études, qui avait des compétences dans ce domaine, qui avait forgé des connaissances en économie, etc. Bon, et en communication. Il avait un haut poste dans la publicité, mais il n'aimait pas ce qu'il faisait. Et ça veut dire qu'il ne tirait pas de son troisième pilier, le pilier du métier, de la profession, etc. Il n'en tirait pas le plaisir qu'il devait en tirer. Et un jour, il a changé de métier. Alors c'est vrai que c'est pas facile parce que quand vous changez de métier, vous prenez un risque, vous n'avez plus de bon. Mais il est devenu ébéniste. Et ébéniste parce qu'il avait en lui ce besoin, si vous voulez, d'activité manuelle qui fait partie aussi de ce que le polytechnicien naturel, qui est l'homme primitif, a. Eh bien, il avait ce besoin-là et il avait aussi besoin du beau. Parce qu'un ébéniste, c'est quelque chose qui... C'est un homme qui travaille le bois, qui travaille les meubles, et non pas simplement en les réparant, mais en les rendant beaux, etc. Donc il aurait pu continuer son métier qui ne lui apportait pas ce dont il avait besoin, et il est passé à autre chose, il est devenu ébéniste. Et dans le ton de sa voix, il y avait quelque chose de profondément satisfait. On sentait qu'il avait trouvé quelque chose d'important et qu'il se réalisait. Alors l'homme primitif, lui... il ne travaillait pas, hein, puisqu'on est dans le registre de la vie professionnelle et des satisfactions, mais il était loin d'être inactif. D'abord, il chassait. Et il chassait, entouré des autres mâles de son groupe, et en plus du fait qu'il chassait, qu'il s'amusait, hein, comme un champion de tennis va s'amuser à essayer de placer la balle à l'endroit où le grand champion, le grand joueur de football essaye de placer le ballon juste dans l'endroit où... Bon, le chasseur, c'est la même chose. Et en plus de ça, il apporte à ses enfants, il apporte à sa tribu de l'aliment qui les fait vivre. Donc imaginez le plaisir qu'avait l'homme primitif à revenir chargé de prises, de proies qu'il avait attrapées. De plus, il construisait son habitat. Hein, soit des huttes, soit des grottes qu'il tapissait. Aujourd'hui, on découvre des grottes, on voit à quel point, si vous voulez, ces hommes-là avaient un sens du construit, mais ils avaient aussi, on voyait les murs qui témoignaient de leur spiritualité, parce qu'ils invoquaient les dieux, ils invoquaient, avant de chasser, avant de partir à la chasse, ils invoquaient l'esprit des animaux qu'ils allaient chasser pour leur dire qu'ils ne leur en voulaient pas, qu'ils ne les tuaient pas par plaisir, mais qu'ils les tuaient pour se nourrir, et ils leur demandaient d'accepter d'être chassés. Vous voyez à quel point on est loin de l'homme primitif. Bon, de plus... Donc il constituait... alors son habitat, ça pouvait être une grotte, une hutte africaine, ou une grotte en Dordogne, ou un igloo des Inuits. Tout ça, ce sont des constructions qui varient selon les individus. Voilà. De plus, ils construisent leurs outils, ils construisent leurs armes, les flèches, ils découpaient les peaux pour en faire des vêtements. Vous voyez, donc l'homme primitif, c'est un polytechnicien qui sait tout faire et qui prend du plaisir à le faire. L'homme d'aujourd'hui a des métiers, il y a peu de personnes qui se réalisent dans leur profession, voilà. Et donc on peut changer de profession. On peut, si on s'ennuie dans sa profession, vivre 30 ans ou 40 ans dans des professions où on n'est pas bien. C'est une catastrophe de passer 8 heures. Alors vous allez me dire, oui, c'est facile. Non. Mais il y en a d'autres. Par exemple, l'activité physique. L'activité physique, c'est simple. Vous pouvez le faire très facilement. C'est pas très compliqué d'aller faire un jogging de 3 heures, de 30 minutes, de prendre ses escaliers, de faire fonctionner son corps. Vous savez, quand vous êtes devant une glace et que vous bandez vos muscles, hommes, je parle pour un homme, même pour les femmes, si vous voulez, le fuselage du corps, etc., il y a un immense plaisir à utiliser son corps. Voilà. Alors, je pourrais passer en revue tout. Hein. Alors, par exemple, cultiver le besoin du beau, aller lire un livre, écouter de la bonne musique,
quelle qu'elle soit. Hein, ça peut être de la grande musique ou de la petite musique ou de la chanson. Et le plaisir à écouter Jacques Brel, le plaisir à écouter Léo Ferré, le plaisir à écouter les Beatles. Alors, je suis un vieux, alors je parle des choses anciennes. Mais il y a un immense plaisir à voir du beau, à aller dans une pièce de théâtre. Bon, c'est rare, personne ne va au théâtre. Ou bien... vous voyez, bon, c'est riche. Quand vous avez un déplaisir, écoutez une musique qui vous porte. Chacun a des musiques, même des chansons. Hein, c'est un plaisir d'écouter. Voilà. Donc il y a ça, il y a aussi la spiritualité. Alors c'est pas donné à tout le monde, mais se développer, écouter. Aujourd'hui c'est facile avec YouTube, vous avez toutes sortes de personnes qui ont du talent, qui s'expriment, qui peuvent vous enrichir, qui peuvent vous rendre plus intelligent que vous n'êtes, qui peuvent vous donner de la culture. Il y a, voilà. Alors, je ne peux pas les passer tout en revue, parce que maintenant, il faut que je réponde à vos questions, mais peut-être que je vous donnerai des... Voilà. C'est-à-dire, le principe, c'est, vous êtes devenu gros parce que vous avez une difficulté à chasser suffisamment de sérotonine, à récolter suffisamment de sérotonine, parce que vous vivez dans un monde où c'est difficile, et qu'en plus, vous avez, dès l'enfance, fabriqué un prototype d'humain qui sait se faire plaisir en mangeant. Donc quand vous associez les deux, eh ben, ça donne beaucoup de chances de grossir. Et la possibilité, en dehors du régime bien sûr, mais la possibilité d'équilibrer tout ça, c'est de changer de décor et surtout de ne pas regrossir. Parce que le régime, c'est bien, ça fait maigrir, mais si vous voulez ne pas regrossir, il faut modifier votre logiciel. Vous avez un logiciel de mangeur qui mange pour se faire plaisir et qui est très performant dans l'art de fabriquer du plaisir à partir d'aliments. Donc si vous arrivez à changer ce prototype, non, je ne dirais pas que c'est facile, mais c'est possible. Et là, vous changez le décor. Hein, vous voyez, bon, vous êtes malheureux, vous avez divorcé, vous croyez que la vie s'arrête, et puis vous tombez sur une autre femme, et hop, qui vous rend heureux, pour lequel vous êtes amoureux, et hop, ben vous avez une force vitale qui vous pousse, vous avez un nouveau travail qui vous donne, dans lequel vous vous réalisez, etc. Hein, et puis vous tombez sur quelqu'un qui vous emmène en Inde et qui vous fait découvrir le bouddhisme, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Mais voilà, ou quelqu'un qui va vous apprendre, à jouer d'un instrument. Mais il y a des milliers de raisons de ne pas grossir, et en plus du fait de ne pas grossir, d'être heureux, parce que c'est pas tout de ne pas être malheureux. Il est aussi important d'être heureux. Donc ne pas être malheureux pour ne pas grossir, mais développer aussi des stratégies de conquête du bonheur. Voilà, c'est fini. Maintenant, je réponds à vos questions. Alors, oh là là, il y en a beaucoup, mon Dieu, oh là là, oh là là, oh là là. Alors, Alex, là-dedans, me dit ça marche. Oui, au début, ça marchait pas, mon Dieu. Alors, Christelle Elbeck, maintenant, ça va mieux, merci. La vidéo passe nickel. Sarah Fenel, bonjour docteur, bonjour Sarah. Benadi Nawel Séverine, bonjour monsieur Ducamp, bonjour Séverine. Claudia Mirabel, bonjour docteur, je viens d'arriver. Bon, ben vous étiez au début. Colombe Huche, le Cam, ma Colombe, bonjour docteur Ducamp, je me suis dépêché de sortir du travail pour ne pas vous louper. Mon bonheur est de vous voir tous les jeudis. En octobre, je ne pourrai plus vous voir car je serai à la maison. Bon, alors, affichez plus. Oui, à la maison jusqu'à 19h30. Mais vous savez, en vous pressant vite, ben peut-être qu'on arrivera à se voir. Bon, peut-être vous n'aurez pas tout, mais en plus, le live, même si vous n'êtes pas en direct, d'abord vous avez les messages privés, vous pouvez me parler, et puis vous pouvez revoir le live. Hein, voilà. Alors, il y a Stéphanie Miara. Miara, je connais plein de Miara. Vous me dites bonjour, et ben Stéphanie Miara, bonjour. Et quelqu'un me dit, j'ai perdu 23 kilos en mangeant équilibré depuis mars, mais j'ai beaucoup de pertes de cheveux. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire équilibré, mais en tout cas, si vous avez perdu 23 kilos, je suis le plus heureux des médecins. Benadi Nawel Séverine, est-ce que vous pouvez dire du fruit, la miraculeuse, qui contient 0 calories, vous comptez pas à la commercialiser sous forme de comprimé? Attendez, Séverine, j'ai pas compris. Qu'est-ce que vous pouvez dire du fruit, la miraculeuse, qui contient 0 calories? Je ne la connais pas, cette miraculeuse. Dites-moi plus, Séverine. Colombe, je suis en phase de consolidation et mon bonheur serait de boire 3 coupes de champagne pendant mon repas de gala et me dire que ça vaut 3 tolérés. Mais je me limite à une seule.
Ah, Columbus, vous me parlez toujours du champagne. C'est bien, j'aime bien quand vous me parlez du champagne. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si je vous dis oui, vous vous rendez compte ce que ça va entraîner? Tout le monde va me dire, allez, 3 coupes de champagne. Non, restez avec une belle coupe de champagne. Hein. Écoutez, Colombe, allez, un petit effort. On verra plus tard. Alors, Claudia Mirabel, je parfume certains plats avec du safran. Ah, c'est ça. Ouais, le safran, alors le safran, je vais vous dire, en plus de sa couleur, en plus de son goût, en plus de tout ça, le safran contient un antidépresseur. Donc, il y a beaucoup d'ailleurs de produits à base de safran qui sont commercialisés. Donc, si vous aimez le safran, allez-y. Sophia Brice, vous pouvez pas baisser vos prix? Alors, Sophia Brice, oui, je peux baisser mes prix, mais comment je fais pour vivre? Comment je fais pour fabriquer ces produits? Comment je fais pour rechercher? C'est vrai, ils sont chers. Alors, à boutique, je ne sais pas si vous l'avez vu, cette semaine, il y a plein de gens qui sont passés. Bon, alors, elle n'est pas grande, parce que c'était un petit local qui était attenant à l'endroit où notre équipe travaille. C'était un petit endroit qui donnait sur la rue, fait 15 mètres carrés. Alors, je vous dis, vous êtes quelqu'un qui avait besoin de gagner un peu d'argent. Vous trouvez une boutique qui fasse 15 mètres carrés, ou 20 mètres carrés, ou ce que vous voulez. Hein. En province, par exemple, où les prix sont beaucoup moins chers qu'à Paris. Une petite boutique de 15 mètres carrés, vous cherchez, vous trouvez, ça ne doit pas valoir des 1000 et des 100. Vous achetez un meuble Ikea, comme j'ai fait pour moi, 100 euros, dans lequel vous mettez vos produits. Dans la vitrine, vous mettez quelques produits. Et c'est tout. Moi, je peux vous assurer que votre première commande, pour remplir votre boutique, je vous la fais, pas gratuitement, mais je vous l'avance. Et quand vous aurez vendu ces produits, je ne sais pas, vous êtes dans la Creuse, vous êtes au Mans, vous êtes à Lyon, vous êtes à Marseille, vous êtes à Toulouse, vous êtes à Nancy, vous êtes à Brest, n'importe où vous êtes, vous avez un petit coin de 15 mètres carrés, moi je vous le fais savoir. Hein, je le fais savoir et je vous livre votre première commande, vous remplissez votre boutique et vous payez quand vous avez fini. Voilà, c'est une proposition que je vous fais. Et là, vous avez des réductions qui sont très importantes. Hein, je peux aller jusqu'à 40%, vous voyez, pour vous dire. Et là, votre 40%, vous les vendez autour de vous, vous apportez ces aliments que je considère comme... Parce que moi, personnellement, je suis heureux de les avoir construits pour construire une histoire industrielle, mais aussi pour faciliter la multiplication des gens qui suivent mon régime, parce que ça me fait plaisir. Voilà. Voilà. Donc, n'oubliez pas ce que je vous dis. Hein. Alors, Samy, Mami, bonsoir docteur. Bonsoir. Marie-Antoinette, Yukana. Each AB 20 kilos. Alors, vous avez abgénomène. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous les avez perdus ou vous les avez à perdre, Marie-Antoinette? Dites-moi. Dites-le moi en anglais si vous voulez. Dolce Angela Lupe. Ce serait bien si vous parliez en italien. Vous ne comprenez rien. Buona serata. Alors, je vais essayer, mais c'est pas facile. Je vais essayer de faire des lives avec quelqu'un qui parle la langue, avec un traducteur à mes côtés, et ça sera mieux que rien. Je vais essayer. Je pourrais pas en faire tous les jeudis, mais j'en ferai une pour les Italiens aussi, parce que c'est normal. Tal Nashmi. Hello, Dr. Dukan. Yesterday and today we have holiday Rosh Hashanah. Ah, vous habitez en Israël, je me souviens. And that a lot of food nearly ate my 2 celebration meal. What to do on the weekend? If you need to eat, because it's the feast, and I understand that, do it. And after that, return for each celebration meal, 1 day protein, pure protein. Columbus, avez-vous la possibilité de voir avec votre équipe de faire en sorte que vous ayez qu'un seul compte Facebook, car il y en a plusieurs à votre nom et beaucoup sont anciens. Les publications datent de plusieurs années. Oui, Colombe, c'est vrai, j'en ai un. J'ai une page personnelle sur laquelle je reçois beaucoup de courriers, etc. Mais les autres ne m'appartiennent pas, ou elles m'ont appartenu.